Et bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. sur ce live. Bonjour Théo. Bonjour Nathan. Alors, que je me cours pas de machin. Nickel. Donc bienvenue sur ce live pour couvrir le lancement de Soyuz MS-16 qui va donc envoyer 3 nouveaux astronautes pour l'ISS sur une fusée Soyuz dans un vaisseau Soyuz. Donc l'équipage va couvrir les expéditions 62-63. 62 pendant 2 semaines, puis ensuite ce sera l'expédition 63 à bord de l'ISS. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il y a encore un peu de monde qui est en train de venir. Il est 9h30 du matin. J'espère que vous êtes tous en forme déjà. Donc on est parti pour cette journée spatiale. Ça c'est le premier live, le live pour le lancement de la fusée Soyuz. Et on vous retrouvera cet après-midi vers 15h30 pour Sandrine, pour l'amarrage du vaisseau Soyuz à l'ISS. Donc cet après-midi, 6 heures après le décollage à peu près. Voilà. Je voulais dire un truc. J'ai oublié. Car on a de la chance d'avoir la trajectoire relativement rapide, contrairement aux 48 heures avant que prenait Soyuz pour rejoindre l'ISS. Donc là, ils font tous dans la même journée. On aura l'occasion d'en reparler justement. Voilà, on a switché sur le live. Vous voyez la fusée Soyuz en place sur son pad de lancement, avec les bras de son pad de départ qui est ouvert. Et alors, oula, bah c'est dur le matin. Pouf pouf. Tu vois, c'est pour ça qu'on voulait du café. Ah bah moi c'est bon, j'ai le mien. Ouais, moi je n'ai pas. Donc dans 27 minutes le lancement. Et bah tiens, je vais reprendre mon petit calepin. Très bien. Ouais. Hop. Je casse pas tout. Donc ouais, là, les structures qu'on voit, les deux bras qu'on voit qui sont séparés, c'est ce qu'utilisent les équipes au sol pour préparer la fusée avant le lancement. Voilà. Pour brancher les conduites ou autres. Et il reste encore 6 bras accrochés au lanceur qui vont s'enlever petit à petit avant le lancement. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire, pour réveiller tout le monde. C'est un petit quiz. Exactement. Donc la question, ça va être combien y a-t-il de tuyères qui s'allument au décollage d'une Soyuz? Donc on aura l'occasion d'en reparler, de donner la réponse plus tard. Voilà. Mais c'est mieux avec du vin. Il arrive cet après-midi le vin. Je vais déboucher une bouteille. Bon, du coup ouais, combien de tuyères en tout, hein, tous moteurs confondus, etc. sur une Soyuz, sur un moteur au Soyuz, décollage. sur Donc une fusée vraiment Soyuz. ce qui s'allume au sol, quoi. Il y a une question assez intéressante sur ton intro, c'est la couche verte autour de la Terre. Ah oui, dans la vidéo, Alors, oui. ouais. Parfois on voit des aurores boréales. Sinon, c'est juste les couches hautes de l'atmosphère qui luisent en fait avec les particules chargées de manière générale, mais ouais, c'est vraiment. C'est les aurores boréales, ouais. Bah non, il y a aussi la fine couche orange qui est partout sur la Terre, par contre, pas que au niveau des pôles aussi. Ouais. Donc les aurores boréales qu'on voit très bien depuis l'ISS. Donc là, j'ai passé sur une photo. Donc c'est la Soyuz avec les bras rétractés. Et on peut comparer ça avec la Soyuz telle qu'on le voit dans le live, hein, donc avec les bras ouverts en ce moment. Donc les bras rétractés. Donc particulier au Soyuz, hein, c'est contrairement aux Américains qui ont un pad, un système de décollage latéral, donc avec depuis le début du programme spatial américain où la fusée est attachée par le côté et décolle comme ça. Les Soyuz sont attachés par le bas et tout autour. Et Cartou. Il y avait la navette qui avait une structure mobile qui se mettait derrière
Et qui englobait vraiment la navette. Mais bon, c'était pas à ce niveau-là, quoi. Non, là, c'est vraiment un cocon, quoi. Voilà. Donc là, si c'est séparé, ça veut d'ailleurs dire que les astronautes sont déjà à bord. Bah, j'imagine, oui. 20 minutes avant le lancement, ce serait mieux. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que comparé à Falcon, ils peuvent se permettre d'arriver relativement tard, vu qu'ils arrivent après que la fusée soit remplie. Là où sur Falcon, ils arrivent avant. Alors là, j'ai repassé sur le live officiel. Donc ils sont en train de présenter le vaisseau Soyuz en lui-même. On va pas en parler forcément maintenant. On aura le temps d'en reparler cet après-midi lors de l'amarrage, avec ses différentes caractéristiques. Et alors pour parler un peu de la mission, globalement, on aura le temps d'en reparler aussi. Rapidement, puisque c'est quand même un peu le principal. Donc on l'a dit, c'est 3 nouveaux astronautes qui vont rejoindre l'ISS pour l'expédition 63. Alors en ce moment, il y en a 3 seulement, hein, à cause des retards du crew commercial programme. Je vais confirmer ce qu'il y a. Grosso modo, normalement, il y avait soit Crew Dragon, soit Starliner qui devait amener des astronautes après le dernier atterrissage de Soyuz, donc il y a eu 3 mois maintenant, un peu moins. Et malheureusement, avec les retards, grosso modo, ça delay tout ça, et on peut pas faire des fusées extrêmement rapidement non plus, donc il n'y avait pas moyen d'envoyer une Soyuz plus tôt. Voilà, donc pour l'instant, ils sont que 3, ils vont les rejoindre, ils seront 6 pendant 2 semaines, et dans 2 semaines, les 3 qui étaient là vont redescendre. Et les 3 nouveaux qui partent aujourd'hui vont se retrouver à 3. Pour 6 mois. Mais ils vont avoir la visite de la mission de Demo 2 de Crew Dragon en mai. Donc au moins, ils seront un peu plus nombreux pendant Demo 2. Demo, elle a eu lieu, c'était celle inhabitée. Et après, t'as Crew Mission 1 qui sera plus tard. Ah, Demo 2, ils vont sur l'ISS quand même. Demo 2, ils vont sur l'ISS et avec des personnes à bord. Avec des personnes, oui, mais... Ok. Voilà, donc on est à combien du lancement? On est à 20 minutes. 22 minutes, exactement. Très bien. Alors, ça nous laisse 22 minutes pour parler de la fusée, en effet. Est-ce que tu veux... Alors, je vais commencer vite fait sur l'architecture générale et puis je te laisse... un quiton gazon ou je sais pas quoi, là. Alors les Soyuz c'est assez particulier. C'est un lanceur qui a à la fois beaucoup évolué mais très peu évolué. Dans le sens où l'architecture générale a très peu évolué. Antérieurement elle a beaucoup évolué. Donc ce qu'ils ont fait, je sais pas si vous vous souvenez pour le live Atlas, j'avais dit que ils allumaient 3 moteurs au sol et puis qu'ils larguaient ce moteur parce qu'ils savaient pas s'ils pouvaient en rallumer en vol. Là c'est un peu pareil, ils ont dit le second étage, comme on n'est pas certain à 100% de pouvoir le rallumer, on va mettre le premier étage autour sous les formes des boosters. Donc du coup il y a 4 boosters et un étage central qui sont tous allumés au sol. Ces moteurs, ces boosters vont se séparer d'une certaine manière, donc ça c'est Nathan qui en va en parler. Donc il y a les boosters, c'est le premier étage. L'étage central c'est considéré comme le deuxième étage, et ensuite il y a encore un étage au-dessus. Puis dans la coiffe qu'on voit qui est un peu particulière, et ça on aura également le temps d'y revenir, dans la coiffe il y a le vaisseau Soyuz. Et cette coiffe pareil sera larguée comme pour la plupart des fusées plus tard dans le vol, quand les conditions le permettront, mais les conditions ne sont pas que aérodynamiques cette fois. Donc on a demandé de faire un quiz sur les moteurs, il y en a beaucoup, et ça va être... Nathan, tu pourras peut-être en parler justement. Alors, j'ai pas eu de réponse sur les moteurs du coup. Non, mais sans préciser leur nom pour le moment. Alors sans préciser leur nom, ça va être difficile, parce que c'est leur caractéristique principale. Reprécise peut-être le quiz juste au cas où pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc le quiz en début de live, c'est une question toute simple. Combien de tuyères s'allument sur une Soyuz? Par exemple, sur une Ariane 5, il y a 3 tuyères. Il y a un moteur central et il y a 2 boosters latéraux. Donc il y a 3 tuyères, 3 chambres de combustion. Sur une Soyuz, donc la question, qui est donc évidemment un peu tatillonne, combien de tuyères en tout? Parce qu'on a dit il y a un étage central
et 4 boosters latéraux. On pourrait croire qu'il y aurait du coup 5 moteurs, mais c'est pas le cas. Alors, du coup, avant de parler des moteurs, combien de temps il nous reste? 20, ouais, ça va. Ça passe pas très vite, ça va. Ça va. Avant de parler des moteurs, on peut parler aussi un peu de l'histoire. Comme l'a dit Théo, c'est ça. une fusée qui n'a pas trop évolué, puisque c'est une fusée qui date des années 50, hein, du début de l'exploration, d'avant le début de l'exploration spatiale. Parce qu'une Soyuz, en fait, c'est juste une fusée R7, c'est Miurka. Donc les soviétiques, hein, pour ceux qui suivent la série sur l'exploration spatiale sur le groupe, on en a pas mal parlé, hein, de la R7 Semyorka, pour le lancement de Sputnik, etc., pour notamment le développement aussi des fusées, la course à l'espace. Donc très rapidement, hein, à la fin de la guerre, les deux blocs soviétiques et américains récupèrent les V2 nazis. Les Américains eux, récupèrent directement von Braun, donc ils changent rien, ils n'ont rien à changer. Et donc leur fusée c'est les V2, mais des V2 américaines. Et les soviétiques ne peuvent que reproduire les V2. Et donc ils font une V2 soviétique qu'ils appellent ça la R1. Et pour améliorer, vu qu'une V2 ça n'atteint pas l'orbite, c'est juste une fusée sonde, pour avoir une vraie fusée qui atteint l'orbite, ils ont amélioré petit à petit la V2 allemande, et donc leur R1 qui est devenue la R2, la R3 jusqu'à la R7. Et la R7 qui a été développée par Sergei Korolev, donc le von Braun soviétique. La R7 c'est Miurka. Donc c'est l'architecture finale de la fusée Soyuz. Donc la caractéristique principale, hein, c'est ces boosters latéraux, ces 4 boosters latéraux qu'on appelle la croix de Korolev. Là où les Américains préféraient faire des grosses fusées enfin pas mono-étage, mais en un seul bloc, quoi, sans trop de boosters latéraux. Avec juste pour les premières Atlas, les moteurs qui sont éjectés, mais pas d'étage et de réservoir comme sur la Soyuz. Voilà. En Europe, du coup, avec nous, les Ariane, on a fait un mix des deux, des boosters latéraux, mais à poudre. Voilà. Alors, non, c'est pas la bonne page. Voilà. La Soyuz, il y a plusieurs versions aussi, hein, aujourd'hui, comme on l'a dit, ça a beaucoup évolué. Enfin, il y a même toute une tripotée de versions différentes. Là, la version qui va lancer nos 3 astronautes aujourd'hui, c'est la Soyuz 2.1A. Il y a la Soyuz 2.1B, il y a la Soyuz FG, il y a voilà. Plein de versions. Techniquement, les Soyuz FG ne sont plus utilisées. Mais... Parce qu'en fait, justement, là, le principal, c'est que les Soyuz 2 étaient utilisés depuis quelques temps déjà pour les vols cargo. Et là, c'est le premier vol d'une Soyuz 2 pour un vol habité. Il y a eu déjà le vol test qui était celui avec le robot, qui s'est un peu mal passé pour le docking, mais il y a déjà eu un vol test de la Soyuz 2 en habité. Et en habitable, et ici, c'est le premier vol de la Soyuz 2 habité. Voilà. Alors, c'est tiré depuis Baïkonour, hein. Tu veux faire l'architecture de la fusée ou je fais la particularité de la Soyuz 2? Tiens, parle de la particularité de la Soyuz 2. Tant qu'on y est. Alors, grosso modo, la Soyuz 2, s'ils l'ont nommé Soyuz 2, c'est en fait une petite référence au Web 2.0 parce qu'en gros, elle est numérique, cette Soyuz. Avant, elle était analogique. Donc, si elle était analogique, en fait, c'était surtout le système de guidage. Grosso modo, la plupart des fusées, quand elles vont dans l'espace, elles sont pas forcément alignées avec leur pas de tir. Enfin, le pas de tir n'est pas forcément aligné avec l'orbite visée. Et donc, la plupart des fusées, quand elles décollent, et ça se voyait beaucoup avec la navette, elles vont tourner. Alors, avec la navette, ça s'expliquait en partie pour des conditions aérodynamiques. Pour les autres fusées, ça peut s'expliquer soit en partie pour des conditions aérodynamiques, soit aussi pour l'ordinateur de bord qui va avoir en interne, même si une fusée est ronde, il va avoir son haut, son bas, sa gauche, sa droite. Et donc avant et tout. Mais l'ordinateur aura aura une idée, même si pour nous elle reste ronde, de comment est la fusée. Et donc ça va être plus simple de l'orienter d'une certaine manière. Alors tu peux peut-être montrer on avait une vidéo en accéléré
de AEHF6, donc l'autre Ah, tête. j'ai la Soyouz, ouais. Zut, hop, voilà. Alors ça c'est la Donc, EHF6, donc la fusée Atlas 5 dont on avait découvert le lancement sur le groupe aussi. Donc comme il a dit, le but aussi, bon, un but principal, surtout sur les Atlas où il y a des boosters asymétriques, c'est d'avoir la bonne trajectoire de départ. Donc les Américains, eux, ils veulent, ils font décoller la fusée et ensuite la fusée pivote, comme on va le voir. Paf. Ah, très belle vidéo, merci Théo. pas de quoi. Donc ça, c'est Tori Bruno, le PDG, qui a publié cette vidéo. Donc on la voit bien au décollage directement Caméra tournée. embarquée d'ailleurs, pour ceux qui sont attentifs aux détails, on voit la différence de flamme avec l'altitude. Très jolie vidéo. Et d'ailleurs, on Avec voit la aussi quand les séparation. boosters s'arrêtent que la Ouais. flamme est déjà beaucoup plus transparente. Et du coup, sur Soyuz, avant, c'était pas ça. Ce qu'ils avaient pris comme solution, c'était de faire tourner le pad entier avec la fusée dessus. Au lieu de faire décoller la fusée et de la tourner et de la faire pivoter en vol, on l'a fait pivoter dès le début. Ce qui pour moi est un peu plus logique, mais bon. Mais en fait, du coup, ouais, c'est plus logique, mais la fenêtre de tir est plus restreinte du coup, parce que t'as que un moment dans le jour assez court où tu peux vraiment lancer pile à la bonne orbite. Et du Voilà. coup, pouvoir l'autoriser de la faire tourner, ça offre plus de flexibilité. Voilà. Pareil, Donc, une vidéo en accéléré pour montrer ça. et donc ça, c'était les anciens pads, ça c'était les anciennes Soyuz analogiques, comme la FG qui utilisait ce système. La Soyuz 2, donc elle est numérique et elle nécessite plus un pad qui tourne. Par contre, elle nécessite un pad malgré tout mis à jour. Jusqu'à présent, pratiquement tous les vols tous les vols habités en tout cas utilisaient le pas de tir qu'a utilisé Yuri Gagarin, donc le pas de tir 1.5. Et le vol d'aujourd'hui part depuis le pad 31.6, donc pas le même, parce que le pad de Yuri Gagarin n'est pas du tout mis à jour pour les Soyuz 2. Donc on ne sait pas s'il va l'être, étant donné que les relations de la Russie avec les partenaires extérieurs, que ce soit l'Ukraine mais aussi le Kazakhstan, ne sont pas forcément idéales. Ils essaient de tout remettre en Russie. Donc on ne sait pas si le pad sera mis à un jour. peu difficile, hein. Pareil, on en a parlé aussi un petit peu, on l'a évoqué rapidement dans la série sur l'exploration spatiale. Pourquoi le Kazakhstan? Déjà, le Kazakhstan c'était l'URSS à l'époque, hein. Donc dans les années 60, enfin dans les années 50, quand ils faisaient le développement de leurs missiles balistiques et leurs missiles intercontinentaux, donc ils avaient choisi le Kazakhstan parce que c'est un désert, il n'y a rien autour. Là où nous, où les Occidentaux, les Américains, les Français, etc., on tire nos fusées à côté de l'océan, comme ça, quand ça retombe dans l'océan. Là, ça retombe dans le désert. Et Au moins ça tombe dans le désert. voilà, au moins pas sur les maisons comme les Chinois. Mais du coup, voilà, ça retombe dans le désert. Donc les essais de missiles balistiques dans les années 50, ils faisaient ça à Baïkonour. Pourquoi à Baïkonour? Parce que c'était une base de l'armée, hein, de l'armée soviétique. Là où Cap Canaveral, à l'époque aussi, c'était une base de l'Air Force, de l'US Air Force. Il y a toujours une partie base militaire d'ailleurs à Cap Canaveral. Cap Canaveral étant le nom de la base militaire et Kennedy Space Center de la partie plus civile. Et du coup, avec le temps, les bases de lancement de missiles sont devenues forcément à force des bases de lancement de fusées et donc des centres spatiaux. Et comme Baïkonour avait, qui s'appelait pas Baïkonour d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, attends, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Moi, je recherche. Ouais, tant que tu cherches, grosso modo, tout le monde pense que la plupart des Soyuz sont lancés depuis depuis Baïkonour, ou même que les fusées russes en général sont lancées depuis Baïkonour. En fait, le plus grand nombre de tirs depuis une base, un port spatial, on va dire, c'est depuis Plestsek, une base militaire en Russie, qui est juste devant Baïkonour en termes de lancement, mais pas de beaucoup. Mais voilà, enfin, il y a vraiment d'autres bases. Turatam dans les années 50. Ah oui, ils ont dit Baïkonour pour faire croire que c'était ailleurs. Je sais plus. Ça, je crois que j'avais cherché. Mais voilà, c'est la base militaire de Turatam, là où ils faisaient les tests de R7, justement, de missiles R7.
Je Et continue comme tu peut-être. avais toutes les infrastructures, bah, c'est resté au Kazakhstan, quoi. Même après C'est ça. la chute de l'Union Ah bah soviétique. faire un pas de tir, enfin faire un port spatial, ça coûte quand même bonbon. Ouais, et surtout, le plus gros problème pour les Russes, c'est que bah, ils sont à des hautes latitudes. Et donc, comme la majorité des orbites, c'est des orbites proches de l'équateur qu'on veut, bah, c'est un peu difficile pour les Russes. Alors c'est sûr, nous on est les plus privilégiés avec la Guyane, mais C'est les ça. Américains ont la Floride, ils ont la Californie qui sont à des latitudes assez basses. Mais les Russes, ouais, ils sont pas très avantagés là-dessus. Il y a une particularité des pas de tir de Soyuz, c'est que comme c'est normalement les fusées ont ce qu'on appelle un déluge de l'eau qui est mise sur le pas de tir pour éviter que les ondes sonores rebondissent vers la fusée. Et par contre, comme le Baïkonour ou les sites russes sont dans des endroits où il fait froid l'hiver, pour pas que ça gèle, bah, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé un énorme trou sous la fusée. Comme ça, les ondes de choc ne peuvent pas rebondir, on a beaucoup plus de temps à revenir. Voilà, donc on a quelques minutes du décollage. Alors pour répondre du coup au petit quiz, il y a, que je dise pas de bêtises, 32. 32, c'est 30. 32, je te souffle la réponse. Il y a 32 tuyères. Alors il y a bien 5 moteurs qui vont s'allumer, mais chaque moteur a 4 tuyères principales. Le moteur central c'est un RD 107, non 108A, de 792 kN de poussée, donc à peu près 80 tonnes de poussée. Du site de lancement quoi. Pourquoi elle râle ta Il y femme? a, oui, Sandrine qui dit que Baïkonour se trouve à 300 bornes du site de lancement Baïkonour. Oui, Merci bah Tata. ouais. Baïkonour c'est le village, bon. 8 minutes, ah bah ça va, tranquille. Ouais, t'as le temps pour les moteurs. Ah bon, bah, génial. Bon, alors le RD 108A. Pareil, il y a des RD 108 machin bidule. Ouais, ils ont plein de déclinaisons pour tous leurs trucs. Donc le RD 108, à peu près 80 tonnes de poussée, donc la puissance du moteur nécessaire pour soulever 80 tonnes au niveau de la mer, hein, parce que forcément dans l'espace il n'y a pas la pression atmosphérique, etc. Donc les moteurs sont plus efficaces. D'ailleurs, on voit un très belle caméra embarquée de la capsule là avec l'équipage. Donc le RD-108A c'est un moteur liquide, hein, kérosène et oxygène liquide, qui brûle avec une seule pompe. C'est la particularité des moteurs russes. Ils ont une seule turbopompe, donc il va pomper le fuel des réservoirs, mais 4 chambres de combustion. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 tuyères, et donc le moteur fait 4 flammes. C'est comme on a l'impression qu'il y a 4 moteurs. Et en parallèle, il y a des moteurs verniers. Donc des moteurs verniers, c'est un peu comme des moteurs latéraux, c'est des chambres de combustion qui sont liées au moteur principal, mais qui vont servir à donner, qui sont plus mobiles dans la direction et qui vont pouvoir servir principalement à l'attitude, c'est-à-dire à l'orientation de la fusée. Mais ça, on pourra éventuellement en reparler. Donc, et sur les RD-108, du coup, donc sur le moteur central, donc il y a les 4 tuyères et il y a 4 moteurs verniers. Donc, ce qui nous fait 8 tuyères pour un seul moteur. Ensuite, les 4 boosters latéraux, ils ont des RD-107. C'est la même chose qu'un RD-108, sauf qu'ils ont que 2 verniers. Donc on a 4 x 4, 16, plus 4, 20, je ne vais pas me tromper, plus les 4 verniers du milieu, 24, Plus 2 x 4. plus les 4 x 2, ça nous fait 32. Les 4 x 2 verniers des boosters latéraux. Ça fait 32. Alors les RD-107 sont un peu plus puissants, vu qu'ils ont 2 verniers en moins. Donc les chambres de combustion sont un peu mieux alimentées. Ils ont quelques dizaines de kilonewtons de plus, donc ils tablent à 839 kilonewtons, donc à peu près 84 tonnes de poussée. C'est la même ISP? Ça c'est une bonne question. J'imagine que ça doit pas être très différent. Ça doit pas être très différent, ouais. Ça doit pas être très différent. Et ouais, les vernis impactent sur la puissance du moteur parce que ce sont les échappements. Pareil, on en avait un peu parlé, c'est la turbopompe qui entraîne qui alimente le moteur en comburant et carburant.
Bah, le reste de ce qui passe par cette pompe, c'est mis dans les vernis. Alors, avant le lancement, comme on voit des images de l'équipage, voilà une image de l'équipage il y a quelques jours. Hein. Donc 2 Russes, un Américain, on aura le temps de les présenter un peu plus en détail cet après-midi. Et on repasse sur le live. Il n'y a plus qu'à quelques minutes. Donc voilà, 32 tuyères, 32 chambres de combustion qui vont entrer en combustion. et qui vont du coup libérer 4548 kN de poussée, donc 4 mégatonnes et demi de poussée. Ce qui fait 400 tonnes hein, de poussée pour une fusée de je sais pas combien de kilos. Je vais pas noter la masse de la fusée. 4 minutes avant le lancement. Bah tiens, on parle du système d'allumage pendant que je cherche la masse. Ouais, justement, c'était ma transition. Ça tombe bien. 300 tonnes pour la fusée. 300 tonnes pour une poussée de 400 tonnes. Donc ça fait 4 tiers, 1,33 de rapport poids-puissance. Donc la fusée va pouvoir soulever 1,33 fois son poids. Son propre poids. Est-ce qu'ils ont pris leur attestation de déplacement? Je crois qu'ils ont eu un confinement légèrement plus strict que nous avant. Voilà, alors, déjà, on va repasser sur les images. Voilà, les 32 tuyères de la Soyouz. Donc là, c'est la fusée qu'on est en train de voir. Hein. C'est la fusée qui a décollé. Ça a été pris il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, quand elle allait vers son pad de lancement. Donc on voit les 32 tuyères sous la fusée. On distingue bien l'étage central et les 4 boosters latéraux. Voilà la fusée vue de côté. Hein. Voilà, permet de l'apprécier dans son intégralité. Tiens, Parlons, tant qu'on parlait des moteurs, voilà les photos des moteurs. Avec la fusée sur vue de côté, on peut demander ce que sont les petites grilles entre le 2e étage et le 3e étage. Ouais, si on a le temps. Bon, on y répondra plus tard, Pierre. Ouais. Voilà, l'image c'est un RD 107. Hein. On voit les 4 chambres de combustion et sur la gauche de l'image les 2 verniers, les 2 petites chambres de combustion. Alors, qu'est-ce que je voulais voilà. Alors, ceux qui ont suivi le live sur le lancement d'Atlas 5 il y a 2 semaines. C'est là. Pour allumer, pour déclencher la combustion, on met pas une allumette ou une étincelle. Hein. Les étincelles, on préfère ça pour les moteurs à poudre, par exemple. Voilà. Donc là, c'est une belle image de sous les moteurs, un peu avant le lancement. Donc les Américains, ils aiment bien mettre un pain d'un dérivé de bore qui va s'allumer en hypergolique, c'est-à-dire qui va s'allumer tout seul en contact, qui va faire une petite explosion et qui va déclencher la combustion principale. Mais les Russes sont un peu plus le sens de l'humour ou à l'ancienne ou plus l'esprit pratique, je sais pas, on aura l'occasion aussi de reparler du Liège. Ils font comme nos gazinières avant, c'est-à-dire que quand vous faites sortir le gaz, vous mettez une allumette et hop. Là c'est pareil, ils mettent des bouts de bois à l'intérieur des moteurs. Hein. Ce qu'on voit là, les barres qui traversent les tuyères, là c'est des bouts de bois qui sont fixés aux tuyères et qui vont venir titiller un peu l'intérieur du moteur et déclencher la combustion. Et comme c'est du bois, une fois que c'est déclenché, il n'y a plus de bois. Quoi. Vraiment une allumette sur la gazinière. Quoi. Et grosso modo, les fils électriques, c'est juste de quoi déclencher l'allumage du bois, quoi, mais c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment artisanal. Alors, on repart sur le live. Ah oui, on a vu un ours en peluche un moment sur le live. À votre avis, ça correspond à quoi? Ah, je crois que je sais. Alors, je sais pas s'il y a du son
communication sur leur live. Ouais. Ah, Les voilà, il y a communications le bras qui se retire. Voilà. 15 secondes. Oula. Ce timing. Voilà. Et décollage. Donc il n'y a pas de son en effet. Très peu. Très peu, très peu. Ah, le son arrive quand même. Bien joli son. Un peu de retard. Voilà, donc la fusée va brûler pendant 1 minute 58 à partir de décollage, et au bout d'1 minute 58, presque 2 minutes, les boosters vont se séparer. Et c'est dans une 30 formation qu'on appelle la croix de Korolev. Thrusters are working nominally and the vehicle is nominal. Getting good continuous calls from the crew and the ground, everything with the vehicle looking nominal. Alors, les communications radio confirment que tout est bon. Et que la fusée s'est pas retournée. Premier vol d'une Soyuz 2 numérique. Alors, les gens distinguent dans la haute atmosphère les flammes qui sont beaucoup plus larges, dues à la pression. Everything's fine with the vehicle on our side. We confirm we're feeling good. Again, this first stage going to continue to burn for just about 2 minutes into the flight. So just under a minute to go on the first stage. Pas mal le temps dégagé comme ça, on voit bien. Ouais. Non, donc on verra bien aussi la croix de Korolev. Donc c'est la manière dont se séparent les 4 boosters. We confirm and we're feeling well on board. On voit les flammes presque transparentes là. Et la séparation. Je sais pas si on va bien le voir. Là on le voit très bien. Paf! Ah ouais, on le voit très très bien. Avec les boosters qui virevoltent. Voilà. Et encore une quarantaine de secondes avant la séparation de la coiffe qui protège le vaisseau spatial Soyuz. Et c'est à ce moment-là que les astronautes subissent le plus d'accélération. Donc ils subissent 3,5 G, donc 3,5 fois leur poids. Qui est pas énorme, ouais, c'est supportable, hein, c'est une petite montagne russe de fête foraine. Sachant que là ils ont déjà enlevé la tour de sauvetage, mais que il y a quand même un dispositif de sauvetage dans la coiffe qui est en dessous. La coiffe est enlevée déjà. Ouais. Non, la tour, pas la coiffe. La caméra, on voit les panneaux, non? Ah oui, ouais, j'avoue. La coiffe est déjà enlevée. La coiffe est enlevée. Et ensuite, encore 2 minutes, un peu moins maintenant, avant la séparation. Alors, la séparation des 2 étages est un peu spéciale puisque l'étage supérieur s'allume, commence à brûler la fusée d'en dessous, et ensuite 5 secondes après l'étage se sépare. Donc c'est les RUT, c'est qu'en gros il faut une accélération pour mettre le liquide en bas du réservoir. Donc en général ce que les Américains utilisent c'est des petits moteurs de tassement, c'est un peu comme des rétrofusées mais dans le bon sens. Les Russes ils se sont dit bah non, on profite de la poussée qu'on a avec le premier moteur pour allumer le deuxième. Voilà, là on a une image du moteur du 3e étage du coup, donc la partie supérieure de la fusée, avec un RD 0110. Donc qui est toujours un moteur à RP1, donc à kérosène, mais beaucoup plus optimisé pour le vide spatial, donc avec des tuyères beaucoup plus grosses, pour s'adapter à la pression très faible. D'ailleurs, il est beaucoup moins puissant, il tombe à 300. 20 secondes avant la séparation, donc repasse sur live. Ouais, c'est bon. As that separation occurs, the third stage will begin firing. It's called a hot stage technique. And that third stage will ignite while the second is still attached. Voilà, il parle de la séparation un peu spéciale, séparation hard stage. Donc le bas de la fusée qui va se faire cramer par le haut.
Paf. Voilà, là le moteur qui s'allume. Et dans quelques secondes, ça devrait être la séparation. On la voit pas Paf. trop. Et pas... Voilà, la coiffe interétage qui s'enlève. C'est ça. C'est un peu ce qu'on voit sur Apollo d'ailleurs. Et ensuite pousser pendant 4 minutes jusqu'à l'arrêt du moteur. Alors pour bien se rendre compte, joli schéma. Schéma très détaillé de la fusée. Donc ici ce qu'on voit c'est donc les 4 boosters, qui est le premier étage en fait, même si ça allume en même temps que le second étage. Le second étage en fait c'est l'étage central. Et le troisième étage, voilà, le découpleur, l'espèce de croisillon là, je crois. Donc le séparateur interétage. Le séparateur interétage, il est comme ça pour laisser les gaz s'échapper justement. C'est la question que je posais quand il était à l'horizontale. C'est comme on allume le second étage avant, il faut laisser les gaz s'échapper et donc ça sert à ça. Et voilà. Et le RD0110, toujours avec 4 tuyères. Enfin 5 tuyères avec 8 tuyères avec les verniers. Oui. Le troisième étage, donc en fait le second étage si on était américain. Et ensuite donc la charge utile ici, donc le vaisseau Soyouz avec l'équipage sous la coiffe. Alors on a parlé aussi rapidement de la tour de sauvetage. La voici, elle est très similaire à la version américaine. Donc c'est la petite la tour de booster à poudre qui est située tout à fait au-dessus de la fusée pour séparer la capsule du reste de la fusée en cas de pépin. Elle utilise un truc qui est assez connu en général pour les fans de SpaceX, elle utilise des grid fins. Et elle fonctionne en plusieurs modes. Donc, au départ, il peut y avoir donc extraction avec la tour de sauvetage qui est au-dessus. On voit bien. Mais une fois que cette tour est enlevée juste avant la séparation des boosters, on peut quand même, avec la coiffe, éjecter les astronautes. C'est ce qui s'était passé il y a 3-4 ans avec MS. Just past 7 minutes and 30 seconds into this flight. Spacecraft velocity right around 13,500 miles an hour. Confirm. Irkut inaudible. We copy Irkut. Voilà, le live est passé sur une visualisation 3D. Donc on voit bien le troisième étage, le RD0110 en train de brûler et le vaisseau Soyouz en haut. Alors au moment de la séparation, on était à 170 km d'altitude et on a déjà plus de 3,7 km par seconde. Il faut atteindre 8 km par seconde à peu près, un peu moins, pour atteindre l'orbite terrestre. Donc là, le troisième étage qui n'est pas très puissant, hein, comparé aux premiers étages, qui est normal, mais il est plus optimisé pour le vide. Et donc il va brûler, comme on a dit, pendant 4 minutes. Hein. Donc on approche de la fin maintenant. Pour atteindre les 8 km par seconde nécessaires à se mettre en orbite. Ah, et le second étage du coup qui est séparé. Voilà. Enfin, le troisième étage. Le troisième. Et les panneaux solaires qui se déploient. Paf. Voilà, magnifique. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, dans une musique techno des années 70. Nickel. Donc voilà, nos 3 astronautes sont en orbite terrestre. Et bah là, ça va prendre 6 heures pour rejoindre l'ISS. Alors on le montre maintenant ou plus tard, ce que l'ISS voit quand il y a un lancement de Progress ou de Soyuz. Tiens, pourquoi pas. Alors, peut-être avant, je sais pas s'il y en a qui nous ont rejoints depuis.
Donc on est bien en orbite, les 3 astronautes, les 2 Russes et l'Américain. Donc pour les présenter rapidement avant le live de cet après-midi, nous avons Anatoly Ivanishin, russe, Ivan Wagner, russe, et Christopher Cassidy, américain. Et c'est le premier vol dans l'espace pour Ivan Wagner, qui a été sélectionné en 2010 dans le corps des astronautes russes. Ils sont en orbite, ils vont maintenant c'est Soyouz hein, qui se propulse lui-même, c'est le vaisseau Soyouz, à l'aide de... Combien je l'avais compté 24, c'était ça 24 moteurs. Ouais, c'était 24 moteurs. 24. Ok, donc il y a le Soyouz. Alors, une photo pour voir. Ça, on en reparlera aussi pendant Machin, on en cet reparlera après-midi. un petit peu. Voilà, ça c'est le bas du Soyouz, hein, où on voit les tuyères des moteurs du Soyouz. Donc c'est une propulsion très faible pour le coup, et ça suffit pour faire les manœuvres orbitales nécessaires pour rejoindre l'orbite finale de l'ISS. Alors, L'ours en peluche, qu'est-ce que c'est? tiens oui, l'ours en L'ours peluche. en peluche, c'est un indicateur high-tech d'indicateur 0G. En gros, il est attaché en haut au-dessus des astronautes. Et du coup, tant qu'il y a une accélération, la corde est tendue, puis dès que c'est fini, il flotte. Et c'est une tradition Soyouz depuis très longtemps. Ouais, pas mal de traditions sur les Soyouz pour les astronautes qui rejoignent l'ISS. Notamment celle de planter un arbre, là où Gagarin avait fait un truc, plein de traditions comme ça. Voilà. Alors, pour teaser un peu cet après-midi, montrer une petite vidéo. Alors, hop. Il y a aussi la tradition de mettre une pièce de monnaie sur un rail où la Soyouz est emmenée. Alors, nous sommes où? Hop. Voilà, donc ça c'est une vidéo prise depuis l'ISS pour où on voit on voit tout en fait, mais depuis l'ISS, le décollage de la Soyouz. Alors c'est pas un vaisseau Soyouz, c'est un vaisseau Progress, donc un vaisseau cargo, mais c'est une fusée Soyouz. Donc tout comme on a vu, hein, sauf qu'il n'y a pas de personne à bord. On voit, faut bien faire attention aux détails. On voit le décollage en bas, c'est tout au début, donc c'est assez rapide. On voit les flammes de la fusée en train de monter dans le ciel. On voit la séparation des étages. On voit le vaisseau Progress qui s'allume. Et on voit même le second étage rentrer dans l'atmosphère et en train de brûler, tout depuis l'ISS. C'est magnifique. Paf, voilà, décollage, on voit la lumière rouge. On voit même les flammes. Voilà, en haut à droite, hein, pour ceux qui veulent, on voit les fumées, paf, la séparation. Et là, en bas, on va voir la réentrée du second étage. Donc ouais, l'étage central. Voilà, l'allumage du Soyouz, la lumière rouge, et en bas, l'espèce de météorite qui vient de rentrer. Et le Progress qui s'allume, la petite étoile qui ne bouge plus. Donc lui aussi, il était sur une orbite de 6 heures. Voilà, c'est-à-dire que 6 heures, c'est pas le temps de rattraper, de changer. On décolle et vous voyez le vaisseau se lance à la poursuite de l'ISS. Hein. Donc ça le vaisseau, par rapport à l'orbite, le vaisseau il a l'air de plus bouger par rapport à l'ISS, et ensuite ça va être juste des manœuvres pour se rapprocher. Alors, le son, et ça impose un timing extrêmement précis. Voilà. Alors pour ceux qui veulent la revoir, sans commentaire.
je vais me taire. Voilà pour cette vidéo, donc c'est ce qui se passe en vrai. Nous, dans les lives de lancement de fusée, on a des caméras au sol qui filment la fusée depuis le sol dans le ciel, comme on a vu là. Ensuite, ça passe sur les caméras embarquées, mais là, on a vraiment une vue de toute l'ascension depuis le décollage, depuis l'espace en lui-même. Et on voit comme depuis l'ISS, comme si le petit vaisseau essayait de nous rattraper. C'est super. Alors, est-ce qu'ils se servent de la vitesse de la rotation de la Terre? Pas exactement, parce qu'à Baïkonour, ils peuvent pas le lancer pile vers l'est à cause de la Chine. En fait, ils sont obligés de le lancer un peu au nord-est, donc ils cèdent pas. Et puis même à cette latitude, la rotation n'est plus si énorme que ça. C'est pas si énorme. On est vraiment dans le nord là. D'ailleurs, d'où l'orbite de l'ISS, hein, l'orbite si spéciale de l'ISS est tellement inclinée, c'est pour pouvoir être accessible par les Américains et par les Russes. Et par les Européens avec l'ATV. Du coup, ouais. Donc non, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de... Justement, la rotation de la Terre est utile pour les orbites géostationnaires, par exemple, qui sont pile dans le plan de l'équateur. Pour toutes les autres orbites, ça n'a aucun impact. S'il faut lancer avec un angle, c'est pas si utile que ça. Voilà, à noter que dans la vidéo, le nord était à droite. Vu qu'on on tournait, la Terre défilait sous nos yeux en bas, donc le nord était à droite. On part vers l'est. L'ISS tourne vers l'est. Bah voilà. Ouais, du coup on va peut-être se retrouver, enfin on va c'est sûr se retrouver pour le docking cet après-midi. On parlera du vaisseau Soyuz plus en détail, peut-être des petites comparaisons avec le vaisseau Progress, et parler du système de docking également. Voilà, hop. Donc voilà pour ça, donc on a 3 astronautes en orbite qui sont sur le chemin pour rejoindre l'ISS, qui vont s'amarrer vers 4h15 à peu près cet après-midi. Et dans 6 petites heures, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'erreur de trajectoire, ni rien. Et donc on se retrouve pour à 15h30. Donc une demi-heure avant l'amarrage, pour parler du Soyouz, de l'équipage, peut-être un peu de la mission, etc. Et normalement, on verra selon le timing, mais 3 heures après l'amarrage, il y aura l'entrée des astronautes dans l'ISS, donc l'ouverture de l'écoutille. Il faut 3 heures, hein. Il reste amarré 3 heures sans rentrer dans la station, le temps de vérifier si tout se passe bien, si tout est hermétique, etc. Un peu plus 2 heures d'ailleurs. Mais ça on le décrira. Et puis voilà. Donc à 15h30 cet après-midi. Merci. Pour ceux qui n'ont pas voulu se lever d'ailleurs. C'est pas bien. Et oui, un ours en peluche. Pardon. Ah oui, on a parlé de l'ours en peluche. Oui, l'ours en peluche. C'est dans le replay. C'est une peluche qui est attachée au plafond du Soyuz. Alors la peluche change à chaque fois, à chaque lancement. Donc là ils ont décidé d'être que ce soit un ours, mais il y en a toujours. Voilà. Bah ça va, une heure de live.
Ça change Ouais. d'Atlas. C'est ça. Voilà, donc cet après-midi à tout le monde et merci d'avoir regardé ce premier live. À cet après-midi. Ciao ciao. À cet après-midi, merci.